Je vais appeler l'équipe d'anatomie et d'architecture. Pour nous, c'est assez extraordinaire d'être là. Il y a 6 mois, on faisait le même exercice que vous à l'inverse. On était parrainé par Gilles Perrodin. Et donc, on voudrait vraiment remercier chaleureusement Sophie qui a cru. Ça fait depuis 1 an et demi que et Virginie et aussi le collectif Cancan qui, grâce à eux et grâce à vous, nous ont fait confiance. On va essayer d'être à la hauteur de cette confiance, surtout que la présentation n'est pas aisée. Tous les trois, on prend beaucoup de plaisir à raconter la vie des gens qu'on a rencontrés pendant ce Tour de France des maisons écologiques, à raconter des projets, à raconter des histoires qui ne sont pas la nôtre. Et aujourd'hui, l'exercice va être un peu différent. On va essayer de se présenter sans être trop pontifiant ou autre, parce que l'écologie, on l'a découvert depuis ces dernières années, c'est quelque chose qui ouvre beaucoup de questions, mais il y a un risque d'apporter des réponses un peu trop directes et un peu trop affirmées, parce que finalement, ce qu'on aime, c'est d'ouvrir des débats et de ne pas les fermer. Donc cette conférence que nous, en général, on fait sur le Tour de France des maisons écologiques a vocation d'être très interactive pour pouvoir élever des débats et construire des propos ensemble. Là, l'exercice est un peu différent. On a quand même réservé 15 minutes de cette présentation à la fin pour pouvoir avoir votre retour et pour pouvoir en discuter. Mais on va essayer de se présenter et qu'on sera à la hauteur de cette présentation. Voilà. Donc on va commencer par le début. Et peut-être que le début, Manu, tu commences à raconter cette histoire qui nous a réunis tous les trois. Ok. Allô, allô? Ça marche là? Ouais. Alors, on a choisi 3 photos pour se présenter. D'abord, un petit peu expliquer qui on est. Et c'est la logique, c'est pas tant de dire nos parcours, nos CV, mais plutôt d'essayer d'expliquer pourquoi on a eu envie de travailler ensemble et à quel moment on s'est rencontrés pour avoir envie de faire des projets ensemble. Comme l'a dit Mathis, l'exercice aujourd'hui de cette présentation, c'est de vous raconter le cheminement qu'on a eu pour l'instant, le petit cheminement, le petit retour d'expérience qu'on a eu de notre rencontre jusqu'à aujourd'hui, avec la création de la Scope dont on va parler. Mais à la base, le projet, c'était pas du tout une création d'entreprise, de Scope pour faire des projets d'architecture. C'était d'abord se rencontrer, nous, tous les trois. Et donc, sur les 3 photos, moi, pour me représenter, c'est celle qui est à gauche. C'est un chantier participatif au Mexique de construction en terre crue. Dans l'équipe, je suis celui qui a été formé à l'anthropologie, mais un peu comme pas mal d'étudiants en architecture qui ont été ouverts sur plein de questions et qui après ont peut-être envie de remettre en question la pratique du métier d'architecte. C'est exactement la même chose dans les études d'anthropologie, où moi j'ai adoré apprendre plein de choses sur comment on construit des maisons dans plein de cultures différentes, qu'est-ce que ça veut dire, le symbole qui est associé à toutes les pratiques, la prise en compte de la nature, plein de choses comme ça qui est complètement différente que dans le monde dans lequel on a l'habitude de vivre ici. Mais après avoir fait uniquement de l'anthropologie où je m'intéressais aux questions d'habitat, sur l'habitat autogéré, qu'est-ce que ça veut dire vivre à 300 personnes, repenser le lieu, l'espace, le fait de vivre ensemble, arriver à le repenser, j'ai aussi eu envie de lâcher un peu le côté uniquement théorique et de faire des chantiers avec des techniques qui me semblaient hyper intéressantes. Petit à petit, ça m'a mené à la construction en terre crue. Et du coup, je suis passé par le Cratère, le laboratoire à Grenoble, pour me spécialiser là-dedans, parce que c'est une technique qu'on retrouve dans le monde entier, comme vous le savez. Du coup, c'était une super manière de pouvoir parler des différentes cultures constructives et de ce qui est associé à la pratique de la production de l'habitat en général. Et c'est là où, après on reviendra sur le chantier en Pisé en Corse, qui aurait été la vraie rencontre, mais c'est là où on va commencer à se rencontrer et à voir nos parcours respectifs. Et donc en parallèle de Manu qui faisait des chantiers en terre crue au Mexique, Raphaël et moi on était plutôt besogneux dans des agences d'architecture, après 4-5 ans de diplôme, à faire des petites mains. De mon côté c'était plutôt stade de foot au Qatar pour un nouveau stade à Doha. Donc c'était une expérience assez traumatisante pour moi qui a duré 6 mois, de plein de questions et plein de remises en question surtout. Et c'est un peu grâce à ça finalement, et je suis heureux d'être passé par SCO Architecture pour pouvoir me rendre compte que ma pratique d'architecture était destinée à aller vers autre chose, vers de nouveaux horizons, que Manu incarnait très bien au Mexique, au bout du monde, et à travailler avec la terre et avec ses mains. Oui, et c'est peut-être juste une petite pirouette par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur expérimenter des choses différentes en école d'archi. C'est vrai que de passer par cette case-là, de la grosse agence et entre guillemets des stades au Qatar, moi je l'ai fait un petit peu aussi dans des grosses structures, pas très longtemps. En tout cas, c'est quand on faisait ça qu'on a eu plein d'idées et qu'on a eu envie de se construire contre ce truc-là. Donc finalement, moi je suis assez content aussi d'être passé par cette case pour mieux en sortir. Et la photo qui me représente, c'était plutôt la photo à droite. C'est une maison sur laquelle j'ai travaillé pendant un moment à l'étranger, aux États-Unis. Et c'est censé être une maison extrêmement écologique,
qui a eu des papiers dans le New York Times, etc., qui a été très médiatisé comme la maison la plus écologique des États-Unis. Voilà. Et c'est une maison écologique avec des panneaux solaires qui viennent d'Espagne, avec des fondations où il y a des mètres cubes et des mètres cubes de béton de ciment, avec des pavillons qui viennent de l'autre bout des États-Unis. Et voilà. Donc elle est très, très intéressante, et c'est simplement une façon d'illustrer que ce dont on va vous parler aujourd'hui, et ce qu'on a fait depuis quelques années, c'est vraiment pas du tout ça, et que c'est un petit peu contre ça aussi, c'est qu'on s'est construit à la fois les stades de Qatar, mais aussi les villas écologiques. Donc cette construction, elle passe par une première expérience commune, qui est celle d'un chantier en Corse, où à la sortie de notre HMO, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment pratiquer la matière et redonner un peu du sens à l'acte de construire. Et donc on a eu l'occasion de participer pendant 2 mois à un chantier bénévole qui était sur une technique de pisé, dans un cadre très très reculé au sud de la Corse. Et c'était très très intéressant parce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'en tant qu'architecte, et là on n'était pas du tout avec nos compétences d'architecte, mais beaucoup plus de manœuvres bénévoles sur un chantier, on pouvait influer sur ce genre de projet, et il y avait une intelligence qui s'était mise en place à travers les 15 bénévoles qui étaient là pendant ces 2 mois, qui nous a semblé vraiment très très riche et très très loin de ce qu'on faisait auparavant. Et naturellement, de façon un peu instinctive en tant qu'architecte, on est sorti de ça en faisant des dessins, en essayant de documenter un petit peu le cycle de la matière, où très rapidement on s'est rendu compte que la matière qui était mise dans les murs était juste issue de 50 mètres d'un terrassement. Et de tout ce cycle, entre guillemets, de comment on prend de la matériau brut et qu'on le transforme pour le mettre dans le pisé, ça nous a semblé vraiment très pertinent et très très loin de ce qu'on faisait auparavant. Donc on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas commencer à documenter un peu ce genre de pratique, surtout à l'image de cette carte. Cette carte, c'est donc la carte du réseau Twiza, où on s'est rendu compte qu'en fait, ce chantier qui nous semblait très anecdotique et très très loin de nos réalités au quotidien, en fait, c'était une réalité qui existait en France. Il y avait de plus en plus d'autoconstructeurs, de plus en plus de projets avec des vocations très fortes sur la provenance des matériaux. Et on s'est dit, mais en fait, peut-être que nous, notre compétence en tant qu'architecte, elle n'est pas forcément dans la création de nouveaux projets, de nouveaux bâtiments et de construction, mais peut-être juste dans la documentation. Comme Manu le disait tout à l'heure, on a quand même des compétences pour mettre en lumière des principes et des projets avec nos outils d'architecte, à savoir de dessin. Peut-être juste une micro-précision sur cette carte. Donc c'est une carte qui est sur le réseau Twiza, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. C'est un réseau social qui fédère qui permet à des personnes qui ont des chantiers, un peu de la même nature que celui en pisé qu'on vient de voir, d'organiser des chantiers participatifs. Donc si vous allez sur la plateforme et que vous cliquez sur ça par exemple, ça va donner une petite carte d'identité à un projet et vous pourrez y participer en tant que bénévole pour apprendre plein de trucs, pour le temps que vous voudrez, tout ça. Et voilà, donc en fait tous ces points orange, c'est des gens qui font des choses un peu différentes et qui accueillent des personnes sur leur chantier pour les former. Voilà. Par contre, il y avait quand même une réalité qui était par rapport à ces chantiers-là, c'était que finalement, la plupart sont construits sans architecte et que le retour d'expérience et la documentation de ces projets manquaient cruellement. Et on s'est dit que peut-être qu'il y avait un rôle à jouer pour nous d'aller sur ces chantiers-là et les transcrire, les diffuser, les communiquer au plus grand nombre et de faire un travail de fond sur la diffusion des bonnes pratiques ou des pratiques alternatives dans la construction. Parce qu'on n'est pas sans rappeler aujourd'hui que la construction aujourd'hui est un des plus gros bilans carbone qu'on peut imaginer dans le monde. Et donc il y a un levier d'action important en fait, pour faire changer les pratiques. Donc voilà, donc on a plutôt mis une nouvelle casquette, celle de journaliste, avec Emmanuel, Raphaël et moi, et on est parti. Donc pendant 60 jours, de septembre à novembre en 2018, on a fait 6000 km et on a visité 30 projets qu'on va essayer de vous restituer ce soir. Voilà, on va vous les présenter, mais sans rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va commencer directement par le protocole qu'on a mis en place tous les trois. Ouais, après le chantier en pisé, on a observé cette carte qu'on vous a montrée tout à l'heure. On s'est dit, ah mais tiens, on va renouveler l'expérience, on va aller retourner sur des chantiers avec plein d'autres techniques. On a vraiment dans l'idée de renouveler aussi l'expérience de faire des dessins documentés, comme le disait Mathis. Et en fait, il s'est passé quasiment 1 an, je crois, de recherche et de réflexion sur qu'est-ce qu'on allait faire vraiment sur tous ces chantiers, qu'est-ce qu'on allait récolter comme données, qu'est-ce qu'on allait grappiller comme information, qu'est-ce qu'on allait nous proposer en fait pour pas juste y aller, prendre des jolies photos et montrer qu'on est sur les routes et c'est super. On a réfléchi à une sorte de protocole de comment on allait récolter plein de données sur ces projets. On a fait une visite test sur un peu bêta sur un GeoNef ou Earthship en Dordogne. Et on a mouliné une sorte de grille de réflexion
qui a fini par s'organiser en 4 parties. Une première partie sur les matériaux dans lesquels on a dans l'idée de vraiment quantifier au kilo près ce qui compose les bâtiments qu'on va aller voir, d'où ils proviennent, combien de kilomètres ils ont parcouru exactement pour arriver sur le chantier, des choses comme ça. De parler du chantier. Les natures des chantiers sont extrêmement différentes en fonction des projets qu'on a vus. Il y a des projets qui ont impliqué 300 bénévoles, d'autres c'est une personne toute seule qui a construit tout, sur des temps plus ou moins longs, mais d'une façon très différente aussi. Voilà, ensuite sur les performances du bâtiment, à l'usage, quand les bâtiments étaient terminés, quelle était la consommation, le niveau de confort, enfin, vraiment sur le retour d'expérience des personnes qui nous ont parlé, et les usages qui vont ensemble avec les performances. Donc voilà, donc en fait on a mouliné cette première fiche vraiment test où on s'est juste posé plein de questions. On en a extrait une sorte de très long questionnaire avec lequel qu'on avait en 30 exemplaires et qu'on a utilisé de façon transversale pour chacun des projets. Et on a commencé à organiser des rendez-vous un peu partout en France, sauf à Bordeaux manifestement, qu'on a soigneusement évité, je ne sais pas pourquoi, mais si on en fait un autre, ça sera l'inverse. Voilà, donc on a vu 30 projets en 2 mois. Voilà, donc on a fait une visite tous les 2 jours, c'était très dense. Et les entretiens qu'on a eu avec les personnes pouvaient durer 3 à 4 heures, parfois ça a duré 2 jours, voire plus. Donc c'était très variable aussi. Voilà, donc cet itinéraire, il nous donne un panel de plein de maisons, peut-être comme vous le voyez, de nature très différente. On avait tout de même quand même quelques critères pour sélectionner les projets et les maisons. Il y avait d'abord un critère de surface un peu comparable. On essaie de trouver des maisons entre 80 et 120 mètres carrés pour être dans des choses qui sont comparables aux maisons un peu plus classiques et plus standards qui se construisent sur le territoire. Je crois que la moyenne des maisons neuves qui se construisent, c'est quoi? C'est 131, quelque chose comme ça. Un truc comme ça. Donc on voulait avoir des maisons comparables aussi en termes de coûts. On ne voulait pas trop aller documenter des maisons qui coûtaient 5 000 € du mètre carré pour ne pas faire passer l'idée que construire différemment c'était construire forcément cher. Et il y avait aussi ce critère on cherchait des maisons qui avaient pour matériau principal des matériaux très différents. Donc il y a des maisons en paille, en terre-paille, en pierre, en fuste, en balle de riz, en une yourte isolée en laine de mouton, enfin des choses très différentes. Des matériaux différents, mais surtout des matériaux dans des territoires qui correspondaient à la technique de construction. Et c'était intéressant pour nous d'essayer de chaque maison soit un peu la représentation d'un territoire et de techniques constructives qui lui sont propres, pour reconnecter justement des habitants avec leurs habitats. Vas-y, tu peux mettre la suivante. Voilà, c'est juste un petit extrait pour illustrer la façon dont c'est passé, à quel point ça pouvait être différent, où on a pu faire des visites où tout d'un coup, en fait, il y avait tout le village qui était là et c'était trop bien. On a passé 2 jours et on a appris des milliards de choses sur ce qui se passait dans les environs, etc. À l'inverse, on a pu aller voir un super adobe au fin fond de la garrigue, au bout d'un chemin caillouteux où il faut prendre une sorte de jeep pendant 20 minutes pour y aller et quelqu'un qui fait quelque chose un peu dans son coin, quoi. Et voilà. Et c'était juste très, très variable. Peut-être sur le profil des gens, c'est vrai que c'est assez mélangé. Il y a pas mal de personnes. Il n'y a pas d'architectes. Il y a peut-être un tiers de personnes à qui on a parlé qui étaient des architectes et construisaient leur propre maison. Il y avait aussi parfois des ingénieurs ou des artisans, c'est peut-être un autre tiers. Et puis ensuite, je pense encore un autre tiers de gens qui juste sont des curieux ou qui ont tout fait en autoconstruction, qui ont organisé leur propre chantier participatif, etc. et qui ont juste exploré Internet et des livres à ne plus savoir qu'en faire pour arriver à construire leur maison. Donc voilà, c'est aussi peut-être l'occasion de dire que la façon dont on avait organisé notre questionnaire au départ, quand on a commencé le Tour de France, jusqu'à la 7e visite, je crois que c'était vraiment uniquement un tableau pour mettre que des chiffres, des trucs très scientifiques et vraiment juste des données brutes. On avait vraiment cette idée c'était ce qu'on disait tout à l'heure, cette idée de l'anatomie, là, c'était de dire on va disséquer un bâtiment de façon extrêmement froide et clinique
Et petit à petit, en fait, les gens nous racontaient plein de trucs intéressants qui ne rentraient pas dans nos cases. Donc on a un petit peu modifié le questionnaire, on lui a rajouté un peu de latitude pour pouvoir raconter l'histoire des gens et leur retour d'expérience et de façon un peu plus qualitative. Voilà, parce que derrière chacune de ces maisons, en fait, il y a des histoires parfois relativement normales et parfois pas du tout, et longues et périlleuses, ou très faciles et super. Voilà. Bah, peut-être on va pouvoir parler un petit peu plus de pourquoi on a mis l'accent sur les profils des habitants quand tu auras les trois cas. Je ne sais pas si c'est la slide d'après ou c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Mais en tout cas, oui, le travail de recherche là, pendant ce Tour de France-là, il a été aussi axé sur le profil des habitants parce que c'était que des projets qui avaient réussi parce qu'ils étaient soit en cours, soit en train soit déjà livrés depuis quelques années. Mais le projet en Corse qui nous a mené à se poser des questions ensemble tous les trois, en fait, c'est un projet d'autoconstruction, mais qui s'est toujours pas terminé aujourd'hui et qui va jamais terminer, et qui est plutôt une histoire peut-être un peu utopique et qui devient une histoire triste. Alors, parce que justement, c'était intéressant de soulever le fait que c'est pas si simple, c'est pas juste en faisant de l'autoconstruction que tout le monde est capable de le faire, que ça va être facile avec de la terre, avec de la paille, etc. Et d'arriver à aller un peu plus loin dans juste le truc magnifique, exceptionnel, etc. Et d'arriver plus dans le détail, essayer de comprendre pourquoi ces projets-là ils ont réussi et qu'est-ce qu'ils avaient comme apport technique, comme apport de social en fait, s'ils avaient un réseau important, etc. C'est des choses qu'on va pouvoir revoir un tout petit peu après, mais c'était une des choses importantes pour nous, c'était d'arriver à partager les retours d'expérience de tous ces habitants pour que ça inspire d'autres personnes, mais pas juste pour vendre du rêve, pour que ça les inspire et qu'ils disent ok, bah, cette maison elle n'est pas faite pour moi parce qu'elle nécessite d'avoir un réseau de 300 personnes qui soient prêts à venir sur mon chantier. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on a essayé de soulever. Ok. Donc, fort de ces 60 jours, on est rentré et on avait cette envie de documenter, donc de mettre à profit nos outils d'architecte pour les dessiner. Et vraiment, le travail de dessin a été très long et très précis, entre guillemets. Beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de PC. Très bien. et donc voilà, donc il y avait vraiment un plaisir de collectionneur, un peu de catalogue, de transcrire tous ces projets, toutes les intelligences locales qui avaient été mises en œuvre et d'arriver à les documenter pour dire au grand public que c'était possible de faire différemment. Et voilà, donc ce qu'on fait en général et ce qu'on propose comme type de conférence, c'est de choisir des maisons et de pouvoir discuter ensemble sur les maisons qui vous intéressent pour ouvrir un débat et que chaque maison soit l'occasion d'avoir une thématique sur l'écologie de projet. Malheureusement, on n'a pas le temps, donc on a tranché pour vous et on a pris une maison qui semble un peu synthétiser toutes les réflexions qu'on a pu avoir, ou en tout cas une partie des réflexions, mais qui est certainement la plus surprenante parce que c'est celle que personne ne sélectionne jamais. On en est assez triste, mais c'est la maison qui nous a un peu fait changer de regard sur ce Tour de France écologique. Et donc j'ai nommé la maison en Bauge, qui est donc la maison, celle-ci. Alors oui, elle ressemble à une maison tout ce qu'il y a de plus classique. Et la première fois qu'on a montré cette maison à nos amis architectes, ils étaient très déçus. Parce que ça, c'est une maison d'écologie en 2018. Et en fait, c'est là qu'on a construit un propos, qu'on a construit une volonté un peu politique de notre part, de sortir l'architecture de son aspect esthétique et juste de ses volumes et de ses gabarits pour la rendre dans quelque chose de beaucoup plus militant qui est lié à la matière, lié aux principes constructifs. Et cette maison, en fait, est le parfait exemple de ce Tour de France écologique. Et on va vous montrer pourquoi, parce que derrière cet enduit, somme toute un peu banal, on se rend compte qu'il y a deux ingénieurs, une ingénieure structure et une ingénieure thermicienne, qui ont fait un projet qui est complètement redéclou, qui est complètement extraordinaire par son intelligence. Elles ont réussi à récupérer des techniques de construction vernaculaire, donc de Bauge, c'est une technique paysanne avec les outils agricoles, et elles l'ont rendu, entre guillemets, avec du confort moderne, avec une isolation en paille. Et donc la relation entre le matériau paille et la technique de la Bauge fait ce projet qui est une synthèse qui nous a vraiment beaucoup plu et qui nous a séduit sur l'intelligence de quel matériau, à quel endroit et de quelle façon. Peut-être juste par curiosité, pas tant pour savoir, est-ce que tout le monde connaît ici ce que c'est que la Bauge? Est-ce que c'est une technique que tout le monde a déjà entendu parler, tout le monde sait ce que c'est, ou pas du tout? Est-ce que vous savez pas ce que c'est la Bauge, par exemple? Vous pouvez juste... Non, arrête. Non. Ok. Bon alors. Je crois. Alors, ok. Alors, pour les deux uniques personnes de cette salle qui ne savent pas ce que c'est que la construction en Bauge, c'est le nom... c'est le nom d'une des techniques de construction en terre crue. Il y a plein de familles de construction en terre crue, la Bauge s'en fait partie. C'est une technique qu'on retrouve dans le monde entier, pas du tout uniquement en Normandie. Et ça consiste à prendre donc de la terre locale, la terre
crue, et qu'on va mélanger avec de l'eau et avec des fibres. Parfois, on les mélange uniquement avec des cailloux, en Iran par exemple. Et ici, on va plus avoir tendance à la mélanger avec des fibres, donc de la paille, de blé, par exemple. Et on la mélange, et à l'état plastique, on peut se la passer en motte et arriver uniquement en projetant le tas qu'on a dans les mains pour faire des murs porteurs. Petit à petit, ça va sécher, ça va durcir. Ça fait partie des murs qui sont les plus résistants aux impacts de balles, de pistolets avec des balles. Donc voilà, c'est des murs ultra solides et qu'on trouve partout en Normandie, en Bretagne surtout. Donc c'est pour ça que ces deux personnes dans ce territoire-là, en Normandie, ont décidé de se dire ok, on arrive. C'était des ingénieurs qui venaient de Paris. Et leur parcours, c'était de se dire, ok, on va essayer de quitter un peu ce monde des ordinateurs, des bureaux, et on va faire une formation sur l'éco-construction, et on va s'installer dans l'Orne, en Normandie. Mais quelle technique on va bien pouvoir choisir? Et après plein de réflexions, elles sont inspirées de ce qui se passait historiquement sur les territoires. Du coup, c'est ça, la technique de la bauge. Mais vu que la terre, c'est pas un très bon isolant, elles se sont servies de la terre uniquement là où c'était intéressant, donc pour porter l'étage et la charpente. Donc c'est bien parce que c'est porteur et que c'est hyper écolo. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de structure en bois à l'intérieur, il n'y a pas de structure en métal, c'est uniquement la terre crue qui, une fois séchée, peut porter le bâtiment. Et l'intérieur est isolé en bottes de paille. Donc c'est une manière de réinventer un peu tout le système constructif vernaculaire de cette région-là, en l'adaptant et avec du bon sens en fait. Je crois d'ailleurs qu'on ne les a pas cités, c'est donc les guêpes maçonnes, Anne Lequertier et Simon Martin qui sont à l'origine de ce projet. Et c'est vrai qu'en creusant un petit peu notre protocole de recherche et avec elle sur les discussions d'où proviennent vos matériaux, on a vraiment été séduit par leur attention toute particulière à d'où viennent chacun des matériaux qui composent la maison. Donc on peut quand même commencer par parler par exemple des fondations, où elles ont fait des fondations cyclopènes avec les cailloux du site, avec des silex. Elles ont maçonné un premier soubassement, sur lequel elles sont venues poser donc, des piliers en bauge, donc 6 piliers porteurs, avec la bauge, donc la terre crue qui venait du site et la paille qui venait de quelques kilomètres. Le bois, donc c'est du Douglas de l'Orne qui a été utilisé avec beaucoup de précautions, parce qu'aujourd'hui on est tous un peu conscients sur les limites et sur l'utilisation du Douglas, notamment dans ces forêts en Orne où ça peut être des cultures un peu intensives qui sont un peu désastreuses pour l'environnement. Le paysan voisin qui lui a fourni la botte de paille, des enduits en terre et une projection finale sur des enduits en terre crue, pour avoir un confort optimal. Donc, grosso modo, je pense que cette maison, tous les matériaux proviennent d'un sac de 20 km aux alentours, ce qui est quand même, je pense, le bilan sur les matériaux le plus parfait qu'on ait pu rencontrer jusqu'à maintenant, quoi. Surtout qu'il y a globalement un truc qu'on a expérimenté en rencontrant toutes ces personnes, c'est que chacune de ces personnes, comme elles ont en partie autoconstruit leur maison, elles se sont fournies leur matériaux, etc., les gens connaissaient quand même très très bien leur maison, et on ne soupçonnait pas, avant de partir avec nos questionnaires, qu'ils auraient vraiment réponse à nos questions sur il y a combien de kilos de paille ou de je sais pas quoi. Et en fait, ils savaient, les gens connaissent chacun les maisons leur maison sur le bout des doigts. Mais néanmoins, dans la plupart des maisons, il y avait quasiment toujours au moins une impasse. Souvent, c'était dans les fondations ou dans la couverture où il n'y a pas beaucoup de solutions autres que le béton ferraillé et en couverture du bac acier ou des ardoises qui viennent d'Espagne ou de la tuile mécanique qui vient pas juste à côté non plus. Ou de la chaume Et là, en l'espèce, c'est aussi pour ça qu'on monte ce projet, c'est que c'est extrêmement complet. Peut-être que ça vaut le coup de montrer la coupe après, tu vois. C'est que vraiment du sous-sol jusqu'à la toiture, il y a vraiment un contrôle et une connaissance de la totalité des matériaux. Et il n'y a aucune zone d'ombre, quoi. Il n'y a aucun moment donné où il y a un point d'interrogation sur le ciment, ça vient de loin, on ne sait pas exactement où. L'acier, est-ce que ça vient de Point P ou est-ce que ça vient d'Inde, en fait, quoi. Non, là, il y a vraiment un contrôle total. Et le contrôle total, ce qui est chouette, c'est qu'il démarre parce qu'elles ont fait un choix architectural, parce qu'elles ont fait un choix technique, et que c'est la forme et l'aspect et la façon dont elles ont réfléchi cette maison qui fait qu'elles ont ce contrôle. Voilà. Et je passe à la suite. C'est vrai qu'il faut qu'on passe déjà à la suite. Ouais. Quelques outils donc, qu'on a mis en place pour justement avoir une lecture un peu transversale et panoramique de tous les projets qu'on a visités. C'était finalement, ce protocole de recherche, il avait vocation à faire de la documentation de projet, donc à récolter des données, mais aussi essayer de les interpréter et de pouvoir les comparer. Donc l'objectif initial, c'était vraiment de faire des évaluations de chaque maison. On s'est très vite rendu compte que ce n'était pas du tout intéressant parce qu'il y avait une marge d'erreur qui était assez conséquente entre ce que nous racontent les gens
viennent les matériaux et la façon dont nous l'interprète. Donc on a essayé de faire quelque chose qui peut être un peu, de façon un peu holistique sur comment caractériser chaque projet dans une espèce d'enveloppe un peu globale de ce Tour de France des monuments écologiques. Et là, on vous montre quelques critères qui nous semblent intéressants, notamment sur le poids de chaque matériau comparé à sa provenance. Donc on se rend compte sur ce projet qu'il y a 2 tonnes de chaux qui viennent de 500 km et c'est le bilan un peu négatif. Mais sinon, tout le reste vient de 20 ou 40 km aux alentours. On avait aussi une question sur les effectifs de chantier, sur qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que c'est 300 personnes ou est-ce que c'est une dizaine de personnes? Combien de bénévoles? Combien de professionnels? Oui, je fais une petite précision, par exemple, sur ce graphique, comprendre que les petits bonhommes blancs sont des professionnels et les petits bonhommes verts sont des bénévoles, pour comprendre en fait, est-ce que en fait, la bauge c'est super par exemple parce qu'il peut y avoir une personne qualifiée qui coordonne plein de gens, ce qui ne serait pas le cas sur d'autres postes par exemple. Donc c'est des données hyper intéressantes à avoir si on décide d'organiser des chantiers. Ah d'accord, moi je continue. Très bien, et on a mis aussi en place un autre outil qui s'est avéré assez pertinent quand on a mis tous les projets en comparaison les uns par rapport aux autres. On appelait ça les capitaux, et donc c'est ce qu'introduisait Manu tout à l'heure, en disant que chacune des maisons, c'est des histoires qui ont réussi, contrairement aux chantiers en Corse, et si elles ont réussi, c'est toujours parce qu'il y avait un équilibre, un principe un peu de vase communicant entre chacun de ces capitaux. Dans le cas précis de ce projet, il a coûté très peu d'argent, c'est 85 000 balles, je crois, total. Donc il y avait peu de budget au départ. Il y avait un capital technique qui était important. C'était 2 ingénieurs qui ont énormément mouliné le principe constructif de leur projet en amont. Beaucoup de temps. Je crois qu'ils avaient pris 1 an et demi, 2 ans pour construire leur maison eux-mêmes. Et un capital social relativement important qui leur a permis de faire venir bosser des copains, la famille, etc. Des proches qui étaient artisans, qui étaient prêts à donner un coup de main. Voilà. Et en fait, sans cet équilibre-là, ce projet n'aurait peut-être pas pu se passer. Ou alors il aurait fallu avoir un capital économique très fort pour payer plein de gens pour le faire à leur place. Mais ça n'aurait pas été possible parce qu'elle ne l'avait pas. Et peut-être si on met la slide suivante sur les différentes jauges qu'on a comparativement en fonction des projets. Je vous parlais tout à l'heure dans la fiche au tout début par exemple de l'Earthship. L'Earthship c'est un bâtiment qu'on peut construire de différentes façons en fait. C'est soit on a 2 millions d'euros et on est tout seul, et c'est peut-être possible. Parce que en fait, peut-être que vous connaissez pas ce que c'est un Earthship, mais bon, c'est une sorte de maison semi-enterrée où il faut faire un mur de soutènement en pneus, qu'il faut tasser à la main les uns après les autres, etc. C'est facile à faire, c'est très simple et on apprend ça en 5 minutes, mais c'est extrêmement ouvrageux et on ne peut pas utiliser de machine pour le faire. Il faut vraiment des personnes qui tassent chacun des pneus. Donc, soit on a 2 millions d'euros pour le faire, on appelle des artisans et ça prend 1 an, etc. Soit on a un peu de capital technique, déjà ça aide. Et surtout, il faut avoir du temps. Et il faut avoir 300 bénévoles, c'est le vrai chiffre du nombre de bénévoles qui sont venus travailler sur ce chantier, par exemple du GNF, et sans quoi le projet aurait certainement capoté. Et par exemple dans le cas de la maison en Corse, si on le mettait, c'est un peu froid et brutal comme ça, mais si on le mettait en parallèle à ça, il manquait juste à la fois des sous, des capacités techniques de leur part, ils n'avaient pas de temps, ils travaillaient à côté. Et en plus, c'était un endroit pas très accessible, donc c'était pas facile de faire venir du monde. Enfin, donc voilà. Par rapport à ça, je pense qu'on a dit déjà plein de trucs. Ça. Ok. Donc effectivement, de toutes ces maisons, on en a sectionné 12 pour en faire un bouquin qui a été publié il y a 1 an, qui est tombé assez à propos parce que les gens sortaient d'un confinement plutôt enfermés chez eux. Et ce bouquin ouvrait justement des pistes de construction écologique. Donc, ça fait 1 an et demi qu'il est sorti, on est très content parce qu'il y a des très bons retours et qu'on a pu depuis faire plein de conférences, des expositions et se promener en France pour faire ce retour d'expérience et raconter ces histoires qui nous sont chères. Et ce livre-là justement a vocation de mettre en relation les projets et de pouvoir comparer des projets en paille avec des projets en chanvre et des projets en roseau et de voir un petit peu quelles étaient les intelligences dans les territoires qu'il fallait développer et mettre en lumière pour donner envie à d'autres porteurs de projets de s'inspirer de ces maisons. Donc voilà, donc dans le livre, on retrouve toutes ces grilles d'analyse qu'on a essayé de mettre au point sur les matériaux, sur les étapes de chantier et le nombre d'effectifs. Par exemple aussi sur les coûts, où la question du coût a été assez importante. Alors il y a vraiment des extrêmes. On parlait tout à l'heure d'un cadre de recherche qui voulait être assez limitant. Et finalement, on s'est rendu compte que les extrêmes nous permettaient aussi de communiquer et de comprendre pourquoi il y avait une moyenne qui devait s'instaurer. Sur des compacités ou sur la question des déblais, par exemple, qui était très importante.
Je ne sais plus combien de représente, C'est mais 6 tonnes, c'est le déchet le plus important par habitant. Ce que nous racontait d'ailleurs un des experts dont on va parler après, on va parler des gens qu'on a interviewés pour faire ressortir des problématiques un peu plus larges que uniquement la maison. Il nous racontait, Erwan Amar, que la terre crue, c'était donc les terres d'excavation, c'était le déchet le plus important à l'échelle d'un habitant. Et en fait, c'était quelque chose qui était quand même hyper important à soulever. On peut plébisciter des maisons qui sont ultra écologiques parce qu'elles ont de la paille et du bois. Mais si on pousse un peu, quelles sont les fondations et est-ce qu'il a fallu sortir des tonnes et des tonnes de terre et où est-ce qu'elles sont stockées après? Donc on avait envie vraiment de connaître cette donnée-là pour en parler juste. C'était pas tant pour dire si cette maison est plus écolo que celle d'à côté, c'était pas le but. Le but, c'est de parler de cette problématique-là au niveau national, des terres d'excavation. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. ok. Donc oui, donc, dans ce livre, on a eu aussi envie d'ouvrir un peu les débats, parce que finalement, au risque de se répéter, il ne faut surtout pas imaginer que les maisons écologiques ou la façon de construire écologique, c'est quelque chose qui est un peu comme une dictate. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fausses bonnes idées, et que pour aller à l'encontre de ça, je pense que c'était intéressant pour nous de se confronter à 12 experts qui ont argumenté et qui ont un peu développé le principe sur des thématiques écologiques, où entre guillemets chaque maison nous a permis d'ouvrir sur la question de l'écologie de projet. Et voilà, donc c'était très intéressant de pouvoir l'augmenter un peu. C'est peut-être aussi l'occasion c'est vrai qu'on défend l'idée que on en a parlé toute la journée, enfin tout le monde en a un peu parlé toute la journée, de la transversalité, les archis ne doivent pas rester dans leur coin, de poser des questions à plein d'autres champs de compétences. Et ça fait un peu partie de notre ADN à nous parce qu'on travaille avec Manu depuis le départ. Et c'était aussi ça qu'on défendait avec cette histoire d'experts, c'est que dans ces experts, on a un ingénieur, on a un architecte, on a un philosophe, on a Christine Lecomte, on a un autre philosophe, un illustrateur BDiste, un géologue, enfin c'est des compétences très mélangées et on s'est plutôt vraiment mis dans la position d'architecte mais genre journaliste pour poser plein de questions un peu de façon naïve et pour avoir leur ressenti sur les problématiques larges de chaque maison à travers l'archi, mais pas du point de vue d'un archi. Voilà. Et notamment, il y a plein de choses assez intéressantes qui sont ressorties de tous ces entretiens. Notamment, il y a aussi un dernier profil que tu n'as pas cité, c'est Cédric, la personne qui a fondé le réseau Twiza, et qui lui ressortait quelque chose d'assez pertinent. On l'avait interviewé à propos d'une maison, le Super Adobe, et il nous disait que ouais, c'était hyper intéressant, mais qu'en fait, non, pas du tout. C'était une maison qui était beaucoup trop, encore une fois, plébiscitée, on la voyait partout. C'était quelque chose qui vendait un peu du rêve, mais qu'elle n'était pas du tout reproductible et qu'il fallait un peu arriver à aussi communiquer sur des choses qui sont simples, qu'on connaît, qui sont reproductibles et qui marchent bien. Lui, il nous parlait du chantier participatif parce que c'est son truc, le réseau Twiza, c'est d'arriver à parler de l'intensité sociale, de ce qui se passe sur un chantier, que l'acte de construire, c'est pas uniquement une personne qui achète une maison comme un bien, il y a toute une histoire qui va autour. Donc pour ce point-là, c'était intéressant le Super Adobe parce qu'il y a eu beaucoup de vie sur le chantier, mais que la technique en elle-même, elle était peut-être, et c'est ce qu'on se permet de faire un peu plus longuement d'habitude dans les autres conférences, c'est de critiquer un petit peu, de pas juste dire que c'est magnifique, et d'arriver à soulever les points qui sont donc la reproductibilité des systèmes constructifs, et il y en a plein d'autres comme ça. Ok. Donc à la suite de ça, et c'est je pense pour ça qu'on a été invité ce soir, c'est de pouvoir vous raconter un peu ce basculement dans notre pratique, ou en tout cas ce qu'on essaie qu'il ne soit pas un basculement, finalement ça l'a été. On a eu l'occasion donc de faire beaucoup de conférences et d'expositions, de parler de ce travail qui est en fait pas notre travail, mais le travail des porteurs de projets qu'on vous a présenté, qui nous tenait à cœur, et c'était vraiment cette volonté de ramener des intelligences dans les territoires, dans les villes, dans les lieux culturels, pour dire qu'en fait, vivre dans une yourte, en 2021, ça a toute pertinence, et que ça nous plaisait de le raconter. Donc dans ce travail d'échange et de retour avec le public, il y a des porteurs de projets qui nous ont appelés au fur et à mesure. Au début, on n'était pas du tout convaincus de développer une agence d'architecture, c'était loin de notre envie. On voulait continuer la recherche, on voulait continuer à faire de la pédagogie. Et un jour, on a été appelé, plutôt sur la scope. Donc, effectivement, donc, par rapport à ce travail d'exposition et de conférence, on a été appelé par des porteurs de projets et on s'est posé la question de comment on se structure tous les trois, quel est notre ADN commune et comment on essaie de se raconter pour aujourd'hui pouvoir répondre à une série de compétences qu'il fallait créer parce que clairement, on n'avait jamais vu ce genre de choses avant. C'était de pouvoir répondre entre l'anthropologie et l'architecture à des projets de recherche, des projets de construction et des projets de pédagogie. Donc ça, c'était notre activité.
Et on a essayé de faire ce diagramme pour l'occasion aujourd'hui, pour essayer de se raconter, et se raconter à vous, c'est aussi une façon de se définir nous-mêmes. Donc à travers des missions qu'on a mis en place de qui peut nous appeler et comment on peut y répondre. Et c'est un travail assez pédagogique entre nous trois de pouvoir savoir quel client et quel porteur de projet et de quels moyens on pouvait l'accompagner dans ces projets. Donc il y a plusieurs mots qui en sortent et ces mots-là en fait nous amènent sur des compétences d'architectes de notre diplôme, mais aussi d'enseignants. On a fait pas mal de cours dans les écoles d'architecture, notamment à HMO ou avec des licences, et c'est très intéressant, on y a pris beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, on va essayer de continuer les projets de recherche, parce qu'on pense que finalement, notre pratique du métier d'architecte doit être nourrie en permanence du projet de recherche, et finalement, est-ce que notre métier d'architecte nourrirait pas aussi une pratique réflexive sur des analyses territoriales? Et c'est ce qu'on vous présentera un peu plus tard. Donc voilà, et de tout ça, on découle une philosophie un peu globale qui se veut vraiment être interactive entre les trois pôles qu'on met en place pour que chacun puisse s'inspirer des pratiques des autres. Donc voilà. Ouais, alors comme tu le disais, le fait d'avoir fait une exposition qui tourne, le livre et le fait de vouloir communiquer autour des différentes maisons qu'on avait visitées, ça a amené différents clients, dont un peu particulier, qui était intéressé de travailler avec nous sur la rénovation de son manoir, d'un manoir en Normandie. Et donc voilà, c'est un projet qui est en Normandie et qui ouvre plein de questions. C'est une personne qui n'a pas du tout acheté ce bien-là pour rénover son manoir et avoir un habitat assez chouette, mais plutôt pour faire un sanctuaire de biodiversité. Donc lui, la construction, ça l'intéresse vraiment, mais de manière complètement annexe. Ce qui l'intéresse, c'est tout le travail sur comment on fait quand on a de l'argent pour la placer au bon endroit, c'est-à-dire pas pour qu'elle nous rapporte de l'argent, mais pour préserver la nature au maximum. Et donc arriver à avoir des forêts, à poser des réflexions sur comment on produit dans le milieu rural, comment on produit un discours sur la manière de repenser l'agriculture, la manière de repenser la libre évolution des espèces végétales et le libre développement des espèces animales aussi. Donc c'est plein de problématiques qui s'ouvrent et il fait appel à nous du coup pour ces deux choses-là, pour l'aider dans ce côté un petit peu ancrage territorial et mise en relation des discussions sur comment on fait pour gérer un lieu aussi grand. Donc ça sort du côté architecture, mais il nous appelle aussi pour la rénovation d'une petite dépendance à côté du manoir qui est un peu en ruine. Et la question qui nous a intéressé, c'est comment on fait pour rénover de manière écologique après avoir fait toute cette théorie où on a analysé, on a eu les retours d'expérience de plein de gens. En fait, comment on fait quand on est vraiment nous-mêmes en train de passer à la pratique dans ce travail-là. Donc ça donne ce projet-là, le projet du Costil, qui est assez intéressant. Merci. Avant que ça soit le projet d'une rénovation de la dépendance, c'était vraiment le projet de la rénovation du manoir qui intéressait Rodolphe Landman et Yoshimi, les maîtrises d'ouvrage. Et en fait, dans cette volonté de pouvoir faire de l'écologie de projet, la première réflexion, c'était de se dire que si on veut être un peu conscient de son environnement et de son habitat, on trouvait ça un peu un non-sens d'habiter dans un manoir de 600 mètres et que c'était peut-être beaucoup plus malin et pertinent de se mettre dans une petite maison de 80 mètres carrés à côté. Et je crois que ça ne lui a pas déplu, il a joué le jeu, il s'est dit ok, pourquoi pas, on va commencer par rénover cette petite maison et c'est là où je vais m'installer. Et le manoir sera dédié plutôt à recevoir du public, à faire de la pédagogie et de la communication sur comment on occupe un lieu comme ça. C'est un territoire qui fait 160 hectares, donc c'est un territoire très vaste, très vallonné, il y a une magnifique petite rivière qui permet de préserver le lieu et le lieu aujourd'hui est assez splendide. Donc ce qu'on va vous présenter là, c'est plutôt de comment on passe à la théorie, de la théorie à la pratique, quelles questions on a pu se poser et comment on a essayé d'y répondre. Et tout ça aussi pour dire qu'il n'y a pas de projet parfait. Il y a eu des moments où il y a eu des impasses, il y a des moments où on s'est confronté à la réalité de la pénurie des matériaux, à la pénurie de main-d'œuvre, à la question des coûts. Et je pense que c'est important aussi de jouer cet exercice parce qu'on ne s'était pas rendu compte à quel point c'était dur et à quel point c'était compliqué de mener ces projets et en tant qu'architecte aussi exister dans cette chaîne de valeur qui, quand même, on va vous le présenter, n'est pas toujours évidente. Donc voilà, donc, au début, il y a eu un an de recherche et d'études sur vraiment la conception de ce qu'on voulait faire de cette petite dépendance. Voilà la maison, où on s'est rapproché très rapidement d'une entreprise locale qui s'appelle Ecopertica, avec qui on a noué des liens assez étroits sur la lecture du bâtiment ancien. Parce que finalement, la rénovation, on s'est rendu compte que c'était quand même la façon la plus écologique de construire, c'était de ne pas construire ou alors de rénover. Et c'est quelque chose qu'on a complètement écarté pendant le Tour de France des non écologiques, certainement par difficulté. Sur la rénovation, ça demande des compétences que clairement on n'avait pas.
Donc on s'est rapproché d'experts dans le bâtiment ancien pour justement essayer d'arriver à lire cette petite dépendance de 80 mètres carrés. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait deux époques constructives, une plus ancienne et une plus récente, une qui était très dégradée et une qui était en état d'être restaurée. Et c'est là où on a fait, entre guillemets, ce projet. Donc toujours à travers ce projet, il y a cette volonté de le communiquer, de le rendre intelligible et d'en faire des dessins, donc à travers des axos, à travers des coupes explicatives, pour vraiment pouvoir présenter notre démarche de projet. Donc une partie plus vétuste et une partie plus récente. Et le projet, c'était comment on arrive à restaurer tout ce qui peut être restauré, de comprendre que chaque brique qui avait été posée a une valeur qui est aujourd'hui inestimable. On l'a fait d'ailleurs chiffrer de façon théorique par un artisan, une entreprise locale, qui nous a répondu qu'un mètre carré du mur de briques qu'on voit ici, c'est entre 450 et 500 € le mètre carré pour la réaliser. En plus, la brique, elle doit être chauffée à haute température, donc il y a de l'énergie qui a été dépensée il y a quelques centaines d'années. Donc on s'est rendu compte de toute la valeur qu'on avait sous la main, et que cette valeur aujourd'hui, elle n'avait aucune valeur monétaire, parce que finalement, on achète un bien à construire, mais on n'achète pas les murs qui composent la maison. Et nous, on s'est dit qu'il fallait absolument restaurer le plus possible et de faire le réemploi de ces briques qui étaient aujourd'hui usagées. Donc, de ce projet-là est né deux espaces, un espace plutôt de jour, qui est la rénovation du bâtiment existant, et un espace plutôt de nuit, où dans le cahier des charges qu'on avait fixé avec le client, c'est certes, on a 180 hectares pour construire, mais on voulait rester dans l'enveloppe du gabarit de projet, et donc de surtout pas grappiller de la terre végétale. Ça peut sembler un peu théorique, mais ça nous semblait aussi important pour nous de rester contraints dans cette enveloppe du bâtiment. Donc le bâtiment qu'on voit en bois, l'extension qu'on a construit avec un objectif d'être le plus performant possible pour accueillir des usages qui sont plutôt de l'ordre de 2 à 3 jours par semaine, c'était vraiment de créer une boîte en bois pour les espaces de nuit qui soient, elles, très bien isolés et qui répondent aux besoins des clients. Donc voilà, donc ce chantier-là, fort de ces Tours de France écologiques, a été l'occasion pour nous d'expérimenter beaucoup de choses, tant d'un point de vue construction que d'autres points de vue qu'on vous présentera un peu après. Mais sur la construction, on a vraiment été assez loin d'où viennent chaque matériau, dans les techniques mises en œuvre. On a travaillé avec le plus possible d'entreprises locales. Je le répète, mais cet été-là, avec la pénurie des matériaux et la pénurie des main-d'œuvre dans l'Orne notamment, c'était un travail assez compliqué de trouver les bonnes équipes. Mais l'idée, c'était vraiment d'aller le plus loin possible dans la définition du projet avec les acteurs locaux. Et dans son cahier des charges. Et dans son cahier des charges. Donc, grâce à la volonté très très volontaire de notre maîtrise d'ouvrage sur la question écologique, on a pu un peu sortir du cadre réglementaire de la construction en vraiment expérimentant des choses, des questions du bon sens, mais de pouvoir aller un peu loin dans la pratique. Ah, si. Non. Ah, il y en a une qui passe pas. Bon. C'est les puits de bois qui passent pas? Ouais. Ah merde. Bon. Et ben donc, oui, il y a une phase où on s'est posé beaucoup de questions sur finalement qu'est-ce qu'on veut construire ici. Et il y avait une volonté de construire un modèle qui soit aussi, lui, hérité de techniques de construction vernaculaire, à savoir le colombage, ou de cette boîte en colombage qu'on allait poser à côté de la maison en briques existante, comment on allait la fonder. Et la question des fondations nous a beaucoup intéressés. On a eu l'occasion de visiter une yourte pendant le Tour de France des écologiques, qui était posée sur 32 piliers en acacia. Et on s'est dit qu'on allait essayer de faire la même chose en s'héritant d'une thèse de Jérôme Christin sur les fondations pieux de bois qu'on peut voir par exemple à Notre-Dame de Paris ou au Grand Palais. On se rend compte qu'il y a beaucoup de bâtiments aujourd'hui qui sont fondés sur ce système de pieux de bois et qu'aujourd'hui il sort complètement du cadre assurantiel. Enfin, on a essayé de l'inscrire dans une pratique avec les géotechniciens, avec un bureau d'études pour pouvoir avoir un retour d'expérience et pour pouvoir le normer. On n'a pas réussi, mais en tout cas on l'a expérimenté grâce à une équipe de maçons et de charpentiers qui étaient présents, qui étaient assez haut de gamme pour pouvoir envisager ce type d'ouvrage. Donc voilà, donc, on a construit donc, cette ossature en bois, qui avait donc vocation à s'inspirer vraiment directement du modèle de construction en colombage, donc en torchis, alors que là, on a changé la paille avec plutôt du chanvre, avec une chanvrière en circuit court qui travaille à côté du projet, et on l'a mélangé avec de la terre allégée pour pouvoir avoir un rapport entre l'inertie et l'isolation qui garantissait un très bon confort aux usagers sur les espaces de nuit. Donc voilà la boîte, ça c'était en juillet lors de la construction du gros œuvre. La projection terre-chambre a été réalisée par l'entreprise Ecopertica, et donc c'est que des matériaux naturels. Pour se protéger, il y avait aussi des questions qui étaient assez intéressantes sur du réemploi de bouchons de liège, où ils ont mis en place une petite usine qui récupère tous les bouchons de liège de l'Orne, qui les broie, qui les concasse et qui ont fait un matériau de construction. Parce qu'aujourd'hui, construire avec du liège, certes c'est biosourcé, mais ça provient souvent du Portugal et c'est dommage. Donc là, pour le coup, c'était vraiment du liège local. Et donc voilà, donc le projet s'est construit au fur et à mesure.
Et donc on a vu le gros œuvre livré, donc ça c'était à la fin de l'été, enfin c'était plutôt à la fin du mois de juillet. Et voilà, et donc ça c'est l'équipe avec qui on a travaillé activement, parce que finalement c'est l'occasion de rappeler qu'on y a quand même passé 15 semaines sur le projet, entre les études, les phases de réflexion, l'analyse territoriale, la recherche de matériaux, la recherche d'entreprise, et après au jour le jour on était sur le chantier avec cette équipe de maçons, de charpentiers et de couvreurs, qui sont vraiment remarquables et avec qui on a pris beaucoup de plaisir à travailler. Et on s'est rendu compte que certainement nos métiers d'architectes étaient aussi tous les jours sur le chantier à ses côtés pour apprendre, pour construire avec eux et pour imaginer comment faire projet ensemble. Ouais, alors, en fait, il y a deux parties dans cette partie pédagogie-transmission, comme un petit peu comme ce qu'on avait fait avec le Tour de France, où ce qui nous intéressait, c'était d'arriver à apprendre des choses et à les partager. Et ben là, on s'est servi de ce projet, un projet réel de chantier, de construction, pour mettre en œuvre la technique des quenouilles, qui c'est le nom qu'on donne à cette technique où on prend des petits bouts de bois, en l'occurrence là c'était du noisetier et du châtaignier, qui font 30 cm de long, qu'on va enrober de paille et de terre crue, et qu'on va pouvoir se lancer pour mettre comme ça entre les solives, faire le plancher, remplir le plancher directement. Ça permet d'avoir une bonne isolation phonique entre la chambre des parents en dessous, la chambre de leur fille au-dessus. Et ce qui nous semblait hyper pertinent comme choix de technique constructive, enfin pourquoi on a choisi celle-ci, c'est parce que c'était l'occasion d'ouvrir le chantier, de pas uniquement travailler qu'avec des entreprises, mais de l'ouvrir aussi pour pouvoir transmettre des choses sur la construction écologique. Donc faire un chantier participatif où on a eu plein de réponses de personnes qui étaient intéressées pour venir se former. On a eu la chance d'avoir le client qui comprenait, qui voulait bien payer le formateur, comme ça permettait aux personnes d'apprendre des choses uniquement en payant leur nourriture. Donc ça revenait, enfin c'était une bonne manière pour pouvoir partager de la connaissance. Et voilà, en une semaine, on a produit avec, je vous parlais tout à l'heure un petit peu des problématiques de biodiversité, de terrain en libre évolution, etc. sur le domaine. Il y avait une problématique du chemin communal qui était en train de se refermer sur son domaine, parce qu'il y avait des arbres qui poussaient, qui n'étaient pas entretenus. Et du coup, ça a été l'occasion, c'est à minima, mais ça a quand même été l'occasion de commencer à entretenir ce chemin communal en allant le matin avec tous les participants. On allait comme ça, on allait scier les petits rejets de noisetiers, de châtaigniers pour les remonter jusqu'à la base où on travaillait et arriver à les fendre, à les écorcer et à mélanger la terre qui venait du voisin. C'était la mare qui venait d'être nettoyée. Du coup, c'était une terre assez argileuse juste à côté. Et la paille, c'était du foin en fait de l'agriculteur qui est donc un voisin en fait, et donc avec tous ces matériaux qui ont nécessité aucune énergie grise et sans machine, on a réussi à remplir le plancher comme ça, et c'était une manière hyper intéressante de pouvoir partager ce qui se passe sur ce lieu, parce qu'en vrai c'est un lieu un peu exceptionnel quand même et qui a vocation à être ouvert pour les questions environnementales en général. Et vu que ça fait pas longtemps et qu'il n'y a pas encore de base vie pour accueillir du monde, c'était un peu la première fois qu'on a pu se servir de ce lieu-là pour partager des connaissances. Et donc c'était génial, c'était très bien. Et en parallèle de ça, peut-être qu'on peut enchaîner sur le projet de recherche. Ouais. Et pour rebondir sur une question tout à l'heure qui s'est posée sur quel levier pour quel chantier participatif. Alors là, on ne l'a pas qualifié de chantier participatif, parce que c'était vraiment un chantier école avec un formateur, Luc, qui nous a enseigné la technique des quenouilles. Mais finalement, en 2021, avec la pénurie des matériaux, le chantier participatif, le chantier école, a été une vraie solution, dans le sens où on travaille avec des matériaux qui sont naturels, qui sont locaux, qui sont issus des territoires et qui ne sont pas transformés. On se rend compte qu'il y a beaucoup de bois aujourd'hui qui est issu de la France, qui est transformé en Chine et qui revient en France après. Là, c'est que des matériaux qui sont bruts, qui sont directement issus du terrain. Et donc, en gros, ce qu'on valorise à travers ce projet, c'est vraiment la main-d'œuvre, c'est vraiment l'acte de construire. Et les matériaux aujourd'hui n'ont plus de valeur, entre guillemets, que celle qu'on leur donne dans l'acte de construire. Et ça, on l'a imaginé comme un levier pour faire justement ce type de démonstration. Et cette première semaine qui a eu lieu début septembre, donc il y a 2 semaines, nous a beaucoup ouvert de portes sur la façon dont on aimerait construire à terme le bâtiment. Et pourquoi pas en faire une université d'été, une université de transmission de connaissances pour justement communiquer, pratiquer ensemble et avancer sur ce genre de technique. Et merci à Luc, notre formateur, qui est le meilleur formateur du monde. Ça, c'était la dernière journée où on a fait, donc, justement, dans cette volonté de s'ouvrir aux habitants au village du Sap en Auge, dans l'Orne, qui étaient tous très sensibles à ce qu'on faisait. On était un peu considérés comme des hippies, babos, et finalement, quand ils sont venus voir le chantier, ils étaient ravis de découvrir qu'en 2 mois et demi,
le chantier a commencé début juin. On avait réussi à faire tout ça. Donc c'était l'occasion d'une fête, la cérémonie du drapeau, qui était une cérémonie où le charpentier lève le drapeau de la Normandie sur le gros œuvre. Donc voilà, donc c'était l'occasion d'ouvrir le château à tous les riverains et en faire une petite fête. Alors, encore une fois, comme avec le Tour de France, ce qui nous intéresse, c'est de faire de la pédagogie grand public. Et pour relier, en fait, quand on allait poser la question aux gens, okay, d'où viennent les matériaux qui constituent votre maison, et se rendre compte qu'ils avaient la réponse à cette question-là, ce qui nous intéressait, c'était de dire, mais pourquoi on n'est pas tous plus conscients de d'où proviennent, qu'est-ce qu'impliquent les objets qui nous entourent, les objets en général et l'habitat en particulier. Et on veut pousser un peu cette même réflexion qu'on a eue avec le Tour de France et ce petit questionnaire sur combien de kilos de terre, combien de kilos de ciment et leur provenance, mais le pousser plus sur une analyse territoriale et se servir de ce chantier-là en Normandie pour pouvoir essayer de mettre des images sur le dessous des chemins des matériaux. Donc on a choisi 8 matériaux qui vont peut-être un petit peu évoluer au fur et à mesure parce qu'on est en train de faire cette recherche-là actuellement. Et l'idée, c'est de dire que voilà, le châtaignier qu'on va vouloir mettre en œuvre, parce que dans la conception, c'est comme ça, le châtaignier pour le bardage extérieur, d'où il vient, qui le met en œuvre, essayer de comprendre vraiment avec quelle machine il l'utilise, quelle problématique ça soulève d'utiliser ce châtaignier-là avec cette personne-là, et d'arriver à sortir un propos pour relier le grand public, les futurs habitants, avec tous les matériaux d'une région et comprendre la gestion des forêts en allant visiter des scieries, en faisant des entretiens avec les personnes qui gèrent la scierie. Et voilà, il y a 8 matériaux différents. Il y a la brique de terre cuite, on en parlait tout à l'heure parce que c'est hyper important de parler de l'énergie qu'elle a nécessité lors de sa production et le fait de la valoriser d'autant plus aujourd'hui vu qu'elle est là, elle est accessible. En l'occurrence, c'était des ruines, mais on peut réutiliser ces briques-là. Et voilà, il y a plein d'autres matériaux. Peut-être je te laisse continuer un peu sur le côté recherche. Ouais, c'est vrai que c'est un travail de recherche qui est un peu qui part d'un cahier des charges qu'on s'est fixé pour cette maison. On s'est dit, tiens, on va se donner comme défi d'utiliser que des matériaux qui viennent de moins de 100 km. Finalement, c'est plutôt 150 km. Et effectivement, après ce qu'on a fait ces dernières années de poser des questions à des gens, on se frotte un peu les mains parce que là, on peut vraiment avoir le contrôle, entre guillemets, sur tout. Et effectivement, comme dit Manu, du gisement au transport, enfin du gisement à l'extraction, à la transformation, au transport, à la mise en œuvre sur site, puis ensuite à l'usage par les habitants, puis ensuite peut-être même dans 20 ans on sera encore là pour raconter c'est quoi la fin de vie, enfin dans 20 ans, espérons peut-être plutôt plus quand même pour le bâtiment, mais c'est quoi la fin de vie de ces matériaux, comment ils se comportent dans le temps, et notre idée, voilà, c'est vraiment de faire d'utiliser ce projet pour faire en plus gros ce qu'on a fait pour le Tour de France, et aussi pour montrer en fait aux gens que quand ils construisent une maison, l'impact de leur maison, s'ils construisent une œuvre ou même s'ils font la rénovation, ils ne s'arrêtent pas du tout à point P. En fait, l'impact qu'on a, c'est un impact qui est colossal dans notre vie à tous. Enfin, c'est certainement la plus grosse somme d'argent qu'on dépensera jamais dans notre vie. C'est pour acheter une maison ou rénover une maison ou quoi. Et donc c'est au fond peut-être notre plus gros acte citoyen qui va nous arriver dans la vie, de construire. Et voilà, en fait, il y a la différence entre construire une maison sur catalogue de Maison France Confort ou de construire une maison avec Anatomie d'architecture, ou avec d'autres gens comme ça, quoi. En fait, l'impact qu'on a, il est à toutes les échelles de fabrication de la maison, mais ça commence en fait dans la forêt de châtaigniers, avec Hubert et son ami Ghislain, avec qui qui font du débuscage à cheval, et c'est les 3 derniers qui le font dans le nord de la Bretagne. Enfin, ils sont parmi les 3 qui le font encore dans le nord de la Bretagne. Et voilà. Et c'est pour faire un peu prendre conscience aux gens que ça compte. Que les objets viennent de quelque part, qu'ils ont été transformés et qu'il y a des humains qui se cachent derrière tout ce processus-là. Du coup, c'est sûr que quand on achète un matériau industrialisé parce que ça coûtait un peu moins cher, parce que c'est plus facile, etc., et ben on peut aussi se poser la question de comment il a été produit, qu'est-ce que ça a impliqué, et arriver à mettre des images derrière tout le procédé de la construction, des matériaux de la construction conventionnelle. Ce serait hyper intéressant. Là, pour l'instant, on essaie de le faire avec ce projet-là. Mais c'est cette idée, c'est de sensibiliser avec des choses qui soient vraiment concrètes, où il y a des humains derrière, on a leur discours, on a leur questionnement et leurs problématiques aussi, quoi. Et donc du Tour de France des maisons écologiques, on est heureux de vous présenter en exclusivité le tour des matériaux d'une maison écologique.
Et on a la chance de partir lundi prochain avec un réalisateur caméraman qui va nous accompagner, revoir tous les portraits de ces acteurs des filières, contre le chanvrier, le forestier, le bûcheron, bref, l'ensemble de ces acteurs, pour les mettre en lumière, pour raconter leur vie, pour raconter leur métier, et qu'à terme, les gens dans l'Orne passent plutôt par eux plutôt que de passer par Point P. Donc voilà un peu l'état des lieux de Anatomie d'architecture ces derniers mois, où on était vraiment sur le terrain et pour documenter encore l'acte de construire. Avec Hubert. Avec Hubert Rousseau. Voilà, merci. On se réserve un quart d'heure de questions-réponses. On est un tout petit peu désolé de cette présentation un peu professorale, alors qu'en général, avoir des interactions avec vous. N'hésitez pas à poser plein de questions, parce que j'espère qu'on se trompe et on a vocation à se tromper et avancer ensemble. Et bref, on est ouvert à toutes vos questions. J'espère qu'il y en aura. Ouais. Donc merci pour la présentation. Comment vous positionnez par rapport aux seconds œuvres? Parce qu'on voit vite que l'architecture vernaculaire, en fait, on avait très peu de commodité, électricité, etc. C'est assez facile de faire avec des matériaux locaux, bien qu'il faut avoir une démarche et une volonté. Et après, le second œuvre, comment vous travaillez la question du local? On est actuellement en plein dedans là. On essaie de bien faire. Sur vraiment tout ce qui est réseau, pour l'instant, c'est une vraie impasse. On a aussi utilisé un peu de béton de ciment dans le projet. Effectivement, il y a un moment un chaînage qui nous posait problème et on a dû y répondre. Et je pense que c'est important de justement réussir à comprendre quel matériau à quel endroit. Et parfois, c'est des matériaux industrialisés qui permettent de faire une économie de 6 mois ou de plusieurs milliers d'euros sur la question d'une dépense sur un type d'ouvrage. Mais en tout cas, on est en train d'essayer de pousser le truc. Effectivement, pour les réseaux, c'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a juste pas la réponse, quoi. Enfin, pour avoir le consensuel, on ne va pas prendre des vieux fils de... après, sur tout ce qui est, par exemple, menuiserie, meubles et tout ça, en fait, on est en train de bosser avec des menuisiers pour réfléchir à en fait, concevoir des meubles qui sont possibles à faire en massif, en faisant peut-être des meubles avec des cadres et peut-être du canage ou de la toile de jute, des choses comme ça, ou peut-être même du massif en planche, quoi. Parce que sinon, on est un peu contraint à utiliser du contreplaqué qui, dans le meilleur cas, vient des Landes ou sinon des États-Unis, quoi. Enfin, donc, ouais, on est en train d'y réfléchir, de développer ça. Sur les sols, par exemple, on est en contact avec quelqu'un qui fait de la récup de matériaux anciens sur des ruines. Donc, il y a plein de tomates, par exemple, anciennes, magnifiques, vraiment très stylées. On travaille aussi avec quelqu'un qui fait du réemploi de cadres de fenêtres pour faire des pavés de bois en chêne réemployés. Enfin voilà, il y a plein de pistes, on est en train de travailler dessus. Bientôt on racontera ça. Voilà. Puis il y a tous les enduits aussi pour les finitions, les enduits en terre, etc. Mais c'était une très bonne question, et si des gens ont des réponses pour les réseaux, ça nous intéresse aussi. Ouais. C'est clair. Ouais. Ah ouais. Bonsoir, merci. Je tenais à vous dire que je suis assez admiratif de votre travail pour avoir lu votre bouquin. Et bravo pour ça déjà. C'est vraiment un bel ouvrage et je trouve une belle dynamique. Après, je me posais la question notamment sur la question où vous avez pris l'exemple des quenouilles. Et il y a pas mal d'exemples dans votre bouquin qui montrent les pratiques peut-être ancestrales et qu'on dit alternatives aujourd'hui. Comment vous faites pour la question du cadre réglementaire? C'est-à-dire que quand on est architecte, là on voit que c'est souvent des chantiers d'autoconstruction. Et du coup, de par nos responsabilités d'architecte et d'assurance vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage, comment vous arrivez à avoir un cadre, on va dire, réglementaire qui peut faire qu'on arrive à mettre en œuvre ces techniques-là, en fait? Écoute, c'est une question très épineuse. On y est confronté vraiment tous les jours depuis quelques mois. On a souvent des contacts avec la MAF pour le meilleur et pour le pire. À côté de ça, on travaille pour la construction en chanvre en tant que chargé de mission pour développer des filières et pour développer ces techniques de construction.
Et on se rend compte qu'on a un peu de choix, deux options à prendre de notre vie d'archi au quotidien. Soit on essaye de vraiment rentrer dans le cadre réglementaire. Et là, c'est un travail de fond sur des essais en laboratoire, sur des nouvelles réglementations dans le bâtiment, des DTU, des choses comme ça. Et clairement, on ne fait pas le poids. On est des micro-filières où on se bat contre des grandes filières du bâtiment et on a très très peu de marge de manœuvre. Ça avance doucement, ça fait 30 ans que ça avance et que ça va dans le bon sens. Mais clairement, nous, on a fait le choix un peu pirate de se dire qu'il fallait montrer que ça marchait par retour d'expérience, de sortir du cadre réglementaire, de le communiquer, de donner envie aux particuliers de se dire qu'un plancher en quenouille, c'était 1000 fois plus qualitatif que n'importe quel plancher en OSB qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui, notamment d'un point de vue énergie grise, mais aussi d'un point de vue intérieur. C'est un des planchers qui peut permettre le plus d'isolation phonique entre les pièces, qui est dans la construction bois pas négligeable. Donc voilà, donc on a fait ce choix-là un peu de sortir des clous sur ce projet parce que le client le demandait et que c'était une vraie volonté de la maîtrise d'ouvrage. Mais finalement, c'est aussi un peu une posture déontologique de notre part de dire que faisons maintenant, parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'attendre dans 10 ans qu'il y ait un DTU sur les quenouilles qui se mettent en place, alors qu'en fait, les quenouilles, ça existe depuis toujours et qu'il faut le remettre au goût du jour, quoi. Et donc, pour répondre concrètement, on est hors des clous, enfin voilà, plus concrètement. Après, on a quand même le retour d'expérience de 30 maisons du Tour de France, avec des maisons vraiment complètement hors des clous aussi. Et néanmoins, dans la plupart des cas, les personnes ont réussi à faire assurer leur maison en faisant de la pédagogie, toujours à la Maïf. C'est systématique. Assureur vraiment, militant. Ouais, assureur militant. Mais manifestement, c'est vrai. Et donc voilà, on pense juste que ça va se terminer comme ça et qu'il n'y aura pas de désordre majeur, quoi. Mais bon, si on le fait maintenant, on le fera jamais, n'est-ce pas? Okay. Après, être vigilant parce qu'il y a plein de techniques en fait qu'on peut utiliser. Par exemple, la construction paille, elles sont dans les règles professionnelles avec le support d'enduit. Et pas confondre, on pense que c'est pas possible. Et est-ce qu'il y a des documents techniques qui existent? Alors c'est votre rôle d'architecte d'aller les chercher. C'est pas toujours évident. Et il y a des bonnes structures comme Crater, etc., qui sont vraiment des ressources, très importantes. Mais support d'enduit, l'enduitaire sur support paille, c'est dans les règles professionnelles, technique dite courante par exemple. Donc il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. Et il y a énormément de techniques dites traditionnelles et sur l'architecture vernaculaire qui sont automatiquement en fait prises en compte dans le système assurantiel. Donc tout ça là, pour moi, il n'y a pas beaucoup, mis à part les pieux en acacia, qui sont hors. Oui, mais et encore, ça se justifie parce qu'il y a plusieurs qui ont réussi à le justifier, quoi. Alors veuillez m'excuser, je suis aussi la personne qui frustre tout le monde parce que visiblement, c'est maintenant que vous posez des questions. David vous a lancé la perche plusieurs fois tout à l'heure, sauf que maintenant, c'est le grand moment. C'est le moment que tout le monde attend. C'est le moment qui va marquer votre vie professionnelle à tout jamais. Or donc, ma présidente va arriver. Merci beaucoup Ada. On est super heureux. Merci pour l'invitation.